Voilà, c'est fini. Le mois de novembre 2025 est définitivement derrière nous. Lundi, on attaque la dernière ligne droite en direction de 2026. Le mois de décembre, le fameux mois du Christmas Rally. Et globalement, comme presque chaque année, ça devrait bien se passer. La période des publications trimestrielles est pratiquement terminée. Et on va attaquer avec les publications en retard à cause du shutdown, pour celles que le gouvernement voudra bien publier, bien sûr. Et on va interpréter et interpeller ce que l'on peut afin de savoir ce qui va se passer lors du meeting de la Fed qui aura lieu le 9 et le 10 décembre. Alors vous pouvez être certain que dans mes Morning Bull Live et dans les prochains Swiss Bliss, ça sera un sujet central, comme ça a été un sujet central sur la semaine tronquée qu'on vient de vivre. Le marché n'est pratiquement concentré plus que sur deux choses: la croissance de l'intelligence artificielle pour les 12 prochains jours et les 12 prochaines années, et si éventuellement, peut-être, nous serions dans une bulle. Les pro-bulles et les anti-bulles, qui sont souvent les mêmes, changent d'avis à peu près toutes les 5 minutes. Il va donc falloir apprendre à vivre avec. Et l'autre sujet du moment, bien sûr, c'est la baisse des taux. Viendra ou viendra pas. Je rappelle, pour mémoire, que vendredi dernier, il y a 8 jours après la publication des chiffres bidonnés de l'emploi américain du mois de septembre, la probabilité de baisse des taux s'était réduite à 30%. Dans les 3 jours qui suivirent, on a complètement viré de bord après avoir entendu les avis de 2 membres de la Fed et même pas celui de Powell. Aujourd'hui, à 11 jours de l'annonce sur les taux, on estime à plus de 80% la probabilité d'une nouvelle baisse des taux. Comme quoi, souvent, trader varie dans ses attentes. On va donc parler rapidement de cette semaine raccourcie, mais positive. Bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 29 novembre 2025. Je suis Thomas Veillet. Hier, c'était le Black Friday. Les Américains ont continué à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas, mais au moins, ça fera des chiffres encourageants dans les ventes de détail le mois prochain. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Commençons donc par la macro. Le maître mot, je vous l'ai dit, c'est la Fed. La Fed se réunira entre le 9 et le 10 décembre et Powell annoncera qu'il baisse les taux de 0,25%. C'est en tous les cas ce que le marché attend et ce qui lui donne la niaque ces derniers jours. Pour être franc avec vous, on n'en sait rien. C'est des bribes de mots, bout à bout, qui nous poussent à conclure que Powell va baisser les taux. Et comme la baisse des taux, c'est le narratif qui fait monter le marché depuis plus de 2 ans, autant vous dire qu'on adore ça. On l'a d'ailleurs très bien observé. La semaine précédente, la bulle IA était notre stress, mais en plus, on était certain que les taux ne baisseraient pas en décembre. Le marché était en grande difficulté. Et cette semaine, on tourne la veste, on remonte la probabilité à 80% et paf! Soudainement, les marchés remontent et les craintes qui étaient attachées à l'IA s'estompent. Et tout est dans le vert. Du côté des données qui nous sont tombées dessus cette semaine, on n'oubliera pas que le CPI a été purement et simplement supprimé, mais on nous a sorti le PPI qui était en ligne avec les attentes. Et c'est donc là qu'on nous a sorti la nouvelle formule magique, la formule de l'extrapolator, la nouvelle arme économique du moment. L'extrapolator permet de prendre un chiffre et d'imaginer que si ce chiffre-là est pas trop fort, son pendant devrait faire pareil. Dans le cas présent, dans le cas qui nous occupe, si le PPI n'est pas trop fort, ça voudrait dire que si on avait publié le CPI, ce qu'on n'a pas fait, ça aurait été du même acabit. Donc, pas trop fort. Ça fait beaucoup de conditionnels. Ça fait même que du conditionnel d'ailleurs, mais ce conditionnel-là nous permet de croire à la baisse des taux. On va donc pas aller chercher la petite bête. Autant se satisfaire de ça. Après, on s'est concentré sur le reste, avec une méthode diabolique pour ne voir que ce qui nous arrange. Quand je dis ce qui nous arrange, c'est qu'on a cherché tous les détails qui laissent à penser que si ça va pas bien, la Fed va baisser les taux. On ne va pas se mentir, c'est la seule chose qui nous fait avancer. Et les ventes de détail étaient plus fortes que prévu, mais on a constaté que l'Américain ne dépensait plus pareil. Il est en mode défensif et achetait donc moins de conneries. On a noté que la confiance du consommateur publiée cette semaine était merdique au possible, voire même abominable. Oui, l'Américain a peur de voir que le marché du travail se dégrade, même si le gouvernement continue de dire « tout va bien, tout va bien ». Et d'ailleurs, les chiffres de l'emploi ADP, que l'on n'a pratiquement pas mentionnés cette semaine, ont montré une nouvelle destruction de postes de travail. Le Chicago PMI était absolument immonde, et pour faire simple, quand on voit la tronche des chiffres macro, on voit mal comment Powell ne pourrait pas baisser les taux.
Le seul point qui reste une vraie question, c'est l'inflation qui semble refuser de vouloir faiblir. Et des baisses de taux trop agressives pourraient aussi la relancer et nous emmener dans une direction qui serait catastrophique. Mais pour l'instant, on s'en fout. Et pour l'instant, on veut les taux bas, et puis c'est tout. Et c'est comme ça que le marché a fini sa semaine. Il faut dire que dans la série, on aura les taux bas. On a aussi eu droit à l'épisode sur Kevin Hassett. Kevin Hassett, c'est le mec qui sert de conseiller économique à Trump et qui défend le président plus fort qu'un avocat commis d'office. Et ben désormais, il est présenté comme le favori pour remplacer Jérôme Powell. Et depuis des mois, Hassett fait campagne comme un candidat aux primaires. La Fed est trop lente, Powell est trop mou, les taux doivent baisser maintenant. En gros, le même discours que Donald Trump. Son argument préféré? Si la Fed ne coupe pas en décembre, c'est forcément politique. Sur Fox Business, il a même accusé la Banque centrale d'être anti-Trump. Rien que ça. Il s'appuie sur les projections de septembre, une majorité voyait une baisse, le shutdown qui freine la croissance et une inflation plus douce. Et il conclut, s'il ne coupe pas, c'est clairement que c'est partisan. C'est sa version simple et basique, mais si on se concentre sur une version réaliste, les membres sont divisés, le chômage remonte, l'inflation reste trop haute et les datas récentes sont quand même extrêmement limitées à cause du shutdown. Donc, un statu quo, là tout de suite, il faut être honnête, ça se défend quand même. Le vrai problème, c'est que Hassett a passé l'année entière à dire que la Fed se trompait, pas franchement idéal pour devenir l'homme du consensus l'année prochaine. Vous en conviendrez, le consensus, c'est quand même le premier job du président de la Fed. Il risquerait donc de passer pour l'envoyé spécial de Trump, ce qui flinguerait l'indépendance déjà fragile de la Banque centrale. Bon, en même temps, c'est ce que veut Trump. Côté casting, ils sont encore 5, Bowman, Waller, Warsh, Reader et Hassett, et les entretiens se terminent donc cette semaine. Ensuite, direction la Maison Blanche pour les finalistes, et puis annonce de Trump d'ici Noël. Enfin, selon le site Polymarket, la prévision la plus probable, c'est pas avant le 31 décembre. Comme l'a dit la Maison Blanche, personne ne sait ce que Trump va faire avant qu'il ne le fasse. Et ça, c'est probablement la seule certitude du dossier. Néanmoins, ce qui est fabuleux, c'est que le marché se félicite à l'idée de voir Hassett arriver, parce qu'il va baisser les taux. Ça tourne carrément à l'obsession, cette histoire de baisse des taux. On veut voir baisser les taux et puis c'est tout. Après, si Hassett et Trump font n'importe quoi, ce qui est plus que probable, l'inflation va repartir et puis devenir hors de contrôle et ensuite on reparlera de Volcker dans les années 80. Alors je vais pas vous faire un cours d'histoire financière là, maintenant, tout de suite, mais à force de vouloir des choses urgentes pour demain, on risque de se planter dans le mur à 6 mois. Mais ça, c'est pas grave. On en reparlera le moment venu, mais vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit aujourd'hui. En résumé, on se contente d'une macro pas terrible pour justifier la baisse des taux à venir, et c'est ce qui nous fait monter. Après, pour le reste, on a oublié notre stress sur l'IA. En résumé global, Burry est un con, ses théories ne tiennent pas la route, la dette de Rock c'est un détail, et oui, à un moment, l'IA va faire un maximum de pognon avec l'IA, justement, pas comme OpenAI en ce moment. On considère même que l'étude du MIT qui dit que 95% des sociétés qui ont mis en place de l'IA ne voyaient pas de bénéfices générés par cette même IA, c'est du pipeau. On le sait, c'est tous des débiles au MIT. Tous, sans exception. Donc la tech est repartie, l'IA est repartie, et en plus Nvidia devrait pouvoir vendre ses puces en Chine, reste à voir si la Chine est d'accord de les acheter. Bref, la semaine dernière, on a tourné la veste sur le crash éventuel de l'IA, et on a décidé que c'était plus dangereux de rater le nouveau rallye que de risquer de se faire défoncer dans un crash. Au niveau des sentiments, on est toujours en extrême peur, mais on est remonté de 7 à 24, on est bientôt plus qu'en peur toute simple. La volatilité est redescendue à 16,35, même pas peur. En gros, notre phase de peur de ces dernières semaines semble très très loin derrière nous. Et puis, dernier sujet de la semaine, il y a l'Ukraine et la Russie qui s'approchent d'un accord de paix et Trump qui s'approche du prix Nobel de la paix. Alors bien sûr, rien n'est encore signé, mais on a quand même vu que le secteur de l'armement s'était pris une toute petite claque récemment parce qu'ils ont trop peur que la paix règne sur la Terre. Bon là, il faut se détendre les gars, hein. L'humain est beaucoup trop con pour arrêter de se foutre sur la gueule à chaque occasion. Il y aura toujours quelqu'un pour revendiquer un bout de territoire inhabité quelque part ou prendre la défense d'un dieu imaginaire quelconque qu'il faut défendre absolument, alors qu'on l'a jamais vu. Ça devrait donc bien se passer pour l'armement, sur le long terme. En plus, Macron veut engager plein de jeunes pour servir de chair à canon et pour empêcher les troupes russes de rentrer dans Paris. Mais bon, à court terme, chaque fois qu'on parle de paix, Rheinmetall se fait exploser la tête.
tête, et les autres, le reste du secteur, suivent comme un seul homme. Du côté de l'Angleterre, on attendait ça comme le prochain épisode de The Crown, mais en plus angoissé, la présentation du budget 2026 au Royaume-Uni, et franchement, Rachel Reeves s'en est plutôt bien tirée, les marchés ont validé, les guilds n'ont pas paniqué, la livre a tenu, bref, pas de drame, ce qui, par les temps qui courent, est déjà une sacrée victoire. Mais évidemment, il fallait quand même un couac british pour pimenter la journée, puisque l'organisme public chargé de surveiller les finances a publié le budget par erreur avant même qu'il soit présenté au Parlement. Donc un budget bien reçu, mais un spoiler involontaire qui crédibilise encore une fois de plus, le gouvernement. En Europe, côté macro, l'Europe continue de tirer la gueule. En Allemagne, le moral des consommateurs remonte un tout petit peu en décembre, mais on reste dans le registre déprimé mais poli. L'Italie fait encore pire, la confiance retombe, ambiance cappuccino froid. En Suisse, au moins la pénurie de main-d'œuvre qualifiée s'allège pour la deuxième année. Merci le ralentissement économique qui règle le problème et calme tout le monde. Et en France, c'est toujours le bordel politique, rien n'avance. Macron se prend pour un militaire, il veut faire la guerre et interdire les téléphones portables à l'école. Je pense qu'il est temps de le foutre dehors, mais c'est personnel. La BCE, elle, a ressorti ses minutes d'octobre. Les membres sont totalement ouverts à une nouvelle baisse des taux, mais en même temps, ils considèrent que le cycle de détente est quasiment terminé. Schizophrénie classique. En tout cas, le taux de dépôt reste planté à 2% comme un panneau. On verra plus tard. Maintenant, on va terminer cette introduction avec Google. Google qui est devenu le nouvel épouvantail de l'IA depuis quelques semaines. À l'origine, on pensait que OpenAI allait casser la baraque et renverser les vieux dinosaures du web. 3 ans plus tard, la réalité est beaucoup moins hollywoodienne. Le rapport de force a bougé et pas forcément dans la direction attendue. Parce que pendant que Sam Altman fait la tournée médiatique mondiale, Google bossait en silence. Et aujourd'hui, Alphabet est en train de redevenir le monstre oublié de l'IA au point que certains le voient déjà comme la prochaine boîte à atteindre 4000 milliards de capitalisation boursière devant Microsoft. Vous voulez des preuves? OpenAI et Anthropic tentent maintenant de jouer sur le terrain de Google alors que Google est déjà un acteur verticalement intégré de l'IA avec 650 millions d'utilisateurs dans la poche. Cette montée en puissance s'accélère avec Gemini 3, son modèle d'IA nouvelle génération, très bien accueilli et déjà greffé à tout l'écosystème Google. Et pendant que Nvidia continue d'avaler le marché du GPU, Google avance son plan B, les TPU Ironwood, développés avec Broadcom, prêts à alimenter le cloud dès 2026. Meta serait même déjà partante pour signer avec eux. Google devient donc le premier fournisseur alternatif crédible au GPU Nvidia, surtout avec des coûts qui explosent et une production limitée. Même OpenAI et Anthropic ont ajouté Google Cloud à leur liste de fournisseurs. Alors est-ce que tout ça va suffire pour renverser Nvidia et OpenAI? Pas vraiment. Nvidia est assise sur 500 milliards de commandes, OpenAI est désormais too big to fail et Google reste exposé à 75% à la publicité. Sans oublier que le DOJ, département de la justice, menace toujours de lui couper Chrome toutes les 3 semaines. Mais la leçon est claire, le marché de l'IA n'est pas figé, les cartes bougent et très vite, et ceux qui croyaient Google ringardisé vont devoir ravaler leur sarcasme. Alphabet n'est peut-être pas un tueur d'IA, mais c'est sûrement le tueur des illusions naïves sur qui domine vraiment ce secteur. Voilà où on en est, un marché qui avance comme un type bourré sur une patinoire, convaincu qu'il maîtrise la situation alors qu'il glisse sur du conditionnel pur. On se raccroche à des bribes de narratifs sur les taux, on s'enflamme pour la moindre rumeur et on enterre les risques toutes les 5 minutes. Tant que ça fait monter le Nasdaq, ça va. La vérité, c'est que tout le monde se fout des chiffres, de l'inflation et même du bon sens. On veut la baisse des taux, point barre. Et tant pis si derrière ça rallume l'inflation, fout le feu aux obligations et nous renvoie dans les années Volcker, ce sera un problème pour l'investisseur du futur et pas pour nous. Pendant ce temps-là, l'IA passe de crash potentiel à plus grosse opportunité du siècle en 4 jours, Google redevient le boss sans prévenir et les marchés décident que manquer le rallye est bien plus dangereux que de se prendre un mur à 180 km/h. Le tout avec l'Ukraine et la Russie qui jouent au Monopoly version géopolitique et l'armement qui flippe dès qu'un type prononce le mot paix alors que la construction s'envole en voyant le potentiel à venir. Bref, on fonce vers décembre dans un mélange de déni, d'espoir et de mauvaise foi, persuadé que Powell va sauver Noël et que la magie des marchés va faire le reste. On verra bien, mais une chose est sûre, 2025 ne nous a pas laissé souffler souvent et 2026, ça sera pire. Préparez-vous, le dernier mois de l'année s'annonce aussi subtil que Trump devant le micro d'un journaliste en live sur CNN. Alors si on regarde les performances de la semaine, eh bien on voit que grosso modo tout est dans le vert avec le pompon pour l'argent qui prend 13%, le SOX qui reprend pratiquement 10%, le Bitcoin qui reprend 7%, l'appétit pour la tech est de retour avec le Nasdaq qui reprend 4,9%. Puis voilà, autrement, vous voyez, en bas, c'est le crude oil, le pétrole, qui ne gagne que 0,84%. Mais tout est dans le vert avec la Suisse qui progresse de 1,66% sur la semaine. Une très belle semaine qui
soit dit en passant quand même, je le répète une dernière fois, aurait été massivement tronqué avec Thanksgiving aux États-Unis. Sur le SMI, eh bien, c'est Amrise qui remporte le trophée, suivi de Holcim. Évidemment, vous savez pourquoi. La paix en Ukraine qui pourrait arriver ramène tout de suite forcément les boîtes de la construction sur le premier plan, et puis le premier plan, pardon. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est Roche qui perd 2,6%, on va dire en compensation de la superbe semaine qu'ils avaient vécue la semaine précédente. Pour le reste, eh bien, c'est beauf. Ça relate bien les 1,66% de hausse sur le SMI. C'était une semaine qui était plutôt tech, donc forcément, c'était un petit peu plus compliqué. Et puis vous avez à la fin donc Nestlé et Roche qui tirent l'indice en bas. Le marché suisse est toujours dans son range, vous le voyez à l'instant. Alors on est collé sur le haut du range, vous voyez qu'on doit absolument casser ces 12 900 pour espérer aller plus haut. Pour l'instant, on montre pas de signe de fatigue, mais attention, au moins de retournement de situation, on pourrait retourner rapidement en direction de notre moyenne mobile des 50 jours, mais pour l'instant, le marché est relativement solide et rien ne semble pouvoir le faire lâcher. Le S&P 500, vous le voyez sur le graphique, a réintégré son canal haussier et donc pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. La suite, eh bien, sera bien évidemment drivée par la thématique de la Fed et des taux à venir. Même chose sur le Nasdaq. Alors, en toute fin de semaine, on a réussi à repasser dans le canal. Là aussi, vous voyez, c'est très faible, mais on est quand même revenu dans cette tendance haussière sur le Nasdaq. C'est un excellent signe. Tout repart dans la bonne direction. On est très content de pouvoir le constater. Le bull market est de retour parmi nous. Le SOX, pareil. Vous voyez, vous vous souvenez, la semaine dernière, on constatait la rupture de la moyenne mobile des 50 jours. C'est cassé dans l'autre sens et on est reparti à la hausse. Comme c'est parti là, on a vraiment l'impression qu'on va retourner chercher les plus hauts. Et surtout avec cette histoire de chips qui seront autorisés à la vente en Chine si les Chinois décident vraiment d'en acheter. L'Europe, c'est du range, mais on revient quand même au-dessus de la moyenne mobile des 50 jours sur le CAC 40. Vous voyez ici, on est revenu là. On a comblé notre gap qu'on avait laissé l'autre jour. C'est une bonne nouvelle. On devrait pouvoir retourner chercher assez rapidement les 8250. Vous voyez, c'est le début du mois de décembre. L'optimisme est parmi nous. Même chose sur le DAX. Pour l'instant, canal latéral. Vous le voyez très très bien pour le moment. On fait pas grand chose. On a évidemment tenu le bas du canal. Ouf, heureusement. On est de nouveau en dessus. Prochain objectif, casser la moyenne mobile des 50 jours pour aller chercher le haut du canal. Et puis après, on pourra commencer à parler de range sur l'Allemagne. Vous voyez, l'or a profité de la semaine dernière pour remonter. On doit casser maintenant la résistance des 4222 pour aller rechercher les plus hauts historiques. Mais l'or reste un asset que les gens aiment bien avoir dans leur portefeuille. Ça devrait pouvoir se faire et ça devrait pouvoir bien se passer. L'argent a cassé définitivement. Vous vous souvenez, l'autre jour, on parlait de double top. Il n'y a plus de double top. L'argent est au plus haut de tous les temps à 56,37 et visiblement, ça a l'air de vouloir continuer. On parle de short squeeze, on parle de besoins démentiels sur l'argent. Bref, tout va bien pour le métal gris pour l'instant. Le pétrole, toujours dans sa tendance descendante, il n'y a rien à signaler. Il vit avec les annonces de paix ou de pas paix du côté de la Russie et de l'Ukraine. Et comme ça va un peu mieux du côté de la tech, eh bien, vous voyez, le Bitcoin a donc fait son reversal et il est repassé au-dessus des 90 000 $. On a eu un petit reversal encore hier. Est-ce qu'on va pouvoir confirmer la semaine prochaine? Mais en tout cas, quand on voit le retour de l'appétit au risque, c'est plutôt de bon augure pour voir le Bitcoin réintégrer ce canal latéral et puis au moins osciller plutôt entre 90 000 et 107 000 plutôt que de risquer de retourner beaucoup plus bas. Donc à surveiller ces prochains temps. Mais l'appétit au risque revenant, la peur s'en allant, il est possible qu'avec le rallye arrivant, la fin de l'année soit plutôt enthousiasmante pour le Bitcoin. On attaque avec les vedettes de la semaine. Julius Baer a encore dû sortir la gomme. 149 millions d'amortissements, un chiffre qui a fait tousser la place suisse. Le groupe a fini de passer au Karcher son portefeuille de crédit immobilier. 700 millions d'immeubles signés avant 2023 qu'il faut maintenant raboter. Pour donner un air sérieux à tout ça, ils ont nommé une nouvelle chef de la conformité, une ex-Goldman Sachs comme le patron de Julius Baer. Les amis de mes amis sont mes amis. La ZKB, elle, est tombée de sa chaise. Elle attendait 20 millions, pas un carnage pareil. Mais elle salue au moins la fin de l'autopsie interne en espérant que c'était la dernière fois qu'on ouvre le patient pour essayer de lui sauver les fesses. Fontobel aussi croit qu'on touche au bout du tunnel, normalement. Et pendant ce temps-là, les affaires continuent. 520 milliards d'assets de net new money, des flux positifs mais un peu décevants et un ratio coût-revenu en amélioration. Mais le bénéfice 2025 sera plus faible, correction oblige. Résultat, le titre s'est fait un peu taper dessus en début de semaine, preuve que les marchés adorent les surprises, mais seulement quand elles vont dans le bon sens. Alors, vous voyez le graphique de la semaine, on est dans une grosse phase de consolidation pour l'instant, un top à 59, un bottom sur la moyenne mobile des 50 jours, vous voyez le gros candlestick ici, eh bien c'est l'annonce du début de semaine, finalement après on s'est reconstruit,
Pour l'instant, ceux qui ont envie de s'amuser, vous shortez à 59, vous rachetez à 55,20. Et puis si entre deux, il se passe quelque chose, eh bien vous coupez les positions dans le mauvais sens. Mais pour l'instant, on est vraiment dans un trading range et on aimerait bien voir quelque chose qui se dégage de concret du côté de Julius Baer. Straumann a présenté ses ambitions 2030. Le groupe vise 10% de croissance annuelle, une marge EBIT qui grignote 40-50 points de base et plus de cash à la clé. Les analystes, eux, sourient. Straumann reste le patron du secteur, même si le marché dentaire n'est pas exactement une promenade de santé. Fontobel salue la solidité du catalogue. Octavian fait ses maths, 4 milliards de chiffre d'affaires en 2030 contre 2,5 aujourd'hui. Pas mal comme hygiène financière. Rien de révolutionnaire, cela dit, ces objectifs ressemblent beaucoup à ceux esquissés en 2021. La ZKB trouve la présentation intéressante mais sans surprise et certains pourraient même juger la cible de marge un peu light. Bref, un plan sérieux, propre, solide, mais sans effet waouh pour le marché. D'ailleurs, la performance sur la semaine démontre clairement un manque de motivation de la part des investisseurs. Voilà, le chart passe de commentaires, hein. L'annonce et puis ensuite 4 séances de baisse pour aller se poser sur la moyenne mobile tout en bas. On espère qu'on arrivera à tenir le coup sur la moyenne mobile des 50 jours, mais vous voyez quand même que la tendance de fond, elle reste quand même clairement baissière et même si on était sorti l'autre jour de cette tendance, et ben là, on y est retourné vendredi soir en clôture et j'ai connu des charts qui avaient des meilleures gueules dans ma carrière. Novartis taille dans le gras en Suisse. D'ici 2027, le groupe arrête la finition de comprimés et capsules à Stein et supprime 550 postes fixes plus 150 temporaires. Officiellement, c'est pas lié aux investissements américains. Officieusement, ça tombe quand même pile au moment où le groupe claque 23 milliards aux USA pour construire des usines et se mettre à l'abri des tarifs de Trump. Le site de Stein sera automatisé et recentré sur les produits stériles et les thérapies cellulaires, avec 26 millions investis pour moderniser la machine. En parallèle, Novartis met 80 millions sur Schweitzer Halle, créant 80 postes grâce au projet ARNSI. Le syndicat Unia hurle à la trahison. On leur avait juré que Stein ne risquait rien il y a encore 5 jours. Pour eux, c'est juste du profit d'abord, employé après, et il faut dire que cette stratégie de profit d'abord est monstre surprenante de la part d'une multinationale comme Novartis. Oui, j'ironise. Et pendant ce temps-là, les investisseurs ont applaudi comme si de rien n'était, plus 1,53% sur l'action le jour de l'annonce, comme d'habitude. La bourse adore les restructurations, tant qu'elles ne se passent pas chez eux. Voilà, le chart se passe de commentaires. Ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est qu'on a l'air d'avoir de la peine à vouloir repartir en direction des plus hauts. On esquisse sur un début de tendance baissière à court terme. Mais, on est un peu dans une espèce de triangle d'hésitation. Donc, je dirais que pour l'instant, si on revient sur les 100 balles, il faut la racheter pour essayer de jouer une congestion sur Novartis et une cassure haussière à terme, parce qu'il faut quand même pas oublier que sur le fond, le titre monte. Donc si ça revient sur 100 balles, vous pouvez essayer d'en racheter pour jouer cette tendance qui devrait rester là, puis aller chercher à terme, allez, on va dire le printemps prochain, en direction des 115 sur Novartis. Adecco s'est pris une vraie tôle cette semaine. Le groupe a pourtant confirmé ses objectifs sages, comme un prospectus bancaire, marge EBITDA maintenue entre 3 et 6% sur le cycle, et dette nette EBITDA en dessous de 1,5 fois d'ici 2027, mais visiblement le marché attendait autre chose qu'un PowerPoint sur la discipline financière. Denis Machuel, lui, y croit dur comme fer. Adecco, Acodis et LHH seraient parfaitement positionnés pour dominer l'ère de l'intelligence humaine et artificielle. Le groupe promet de pousser la digital sauce, devenir pionnier de l'IA générative et agentique et transformer les effectifs hybrides grâce à Air Potential, leur co-entreprise futuriste. Le clou du spectacle dans l'activité Adecco pure, la moitié des revenus devrait provenir de l'IA agentique d'ici fin 2026. Est-ce que c'est ambitieux? Oui. Est-ce que c'est convaincant? Apparemment beaucoup moins, et puisque les investisseurs ont voté avec leur portefeuille et c'était un grand non merci. Voilà, Adecco qui ne fout strictement rien, qui est toujours en train de traîner au fond de la caisse, là, autour des 22 balles. Donc voilà, on a un espèce de support entre 20 et 22, pour l'instant, on va dire 22. C'est là où s'est arrêté la grosse chute de l'autre jour. Pour l'instant, il n'y a rien à dire, il faudra surveiller, mais c'est pas le truc qui m'excite. Adecco m'a jamais excité, et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Il a suffi de 3 rumeurs de paix entre l'Ukraine et la Russie pour que les marchés redécouvrent soudain le vieux secteur qu'ils snobaient depuis 2 ans, la construction. Le béton est redevenu sexy, et ça, personne ne l'avait vu venir. Pourquoi cet engouement? Parce qu'une accalmie géopolitique, même fragile, c'est des matières premières qui circulent mieux, des coûts qui se normalisent, des projets qui redémarrent et surtout le gigantesque chantier de reconstruction qui attend le continent. On parle de centaines de milliards, des années de travaux et un jackpot qui est réservé
aux acteurs qui sont capables de suivre. Résultat, les cimentiers suisses, Holcim et Amrize, c'est les mêmes, eh bien, et aussi les équipementiers et les groupes d'ingénierie qu'on avait enterrés trop vite, ils commencent à rebondir, les fonds reviennent discrètement, juste au cas où, et le marché se raconte déjà la belle histoire d'un secteur ressuscité pour la paix qui n'est pas encore signée. Donc évidemment, tout repose sur un énorme si. Mais les marchés ne vivent pas de certitude, ils vivent de narratifs, vous le savez, surtout en ce moment. Et celui-ci, pour une fois, il sent moins la poudre et un peu plus le béton frais. En tous les cas, Amrize et Holcim auront vécu une très belle semaine. Holcim, ça se passe de commentaires, ça ne fait que monter, on est à 75,22 et le graphique est dans une tendance haussière parfaite, on ne discute même plus et vu l'environnement, ça devrait bien se passer. Et puis du côté Amrize, là aussi vous voyez que la semaine a été assez passionnante et intéressante puisqu'il y a encore quelques jours on était à 47 et on finit la semaine à 51. Ça se réveille enfin du côté de Amrize. Sika lance son grand plan fast forward pour muscler son efficacité et sa rentabilité avec 120 à 150 millions d'investissements jusqu'en 2028. Objectif, digitaliser la boîte, renforcer la supply chain et coller encore plus près les clients. En échange, le groupe promet 150 à 200 millions d'économies par an dès 2028, dont 80 millions déjà en 2026. Le CEO Thomas Hasler bombe le torse, Sika affiche la meilleure marge de son histoire et veut devenir le leader numérique mondial de la chimie de la construction. On reparle de la construction. Le programme s'accompagne d'un réalignement structurel, surtout en Chine où le groupe optimise son réseau et taille dans l'organigramme avec 80 à 100 millions de coûts exceptionnels en 2025. Sika veut aussi profiter des tendances lourdes, digitalisation, électrification, demande latente partout dans le monde et confirme viser une croissance de 3 à 6% d'ici 2028. Le titre s'en sort pas trop mal sur la semaine. Voilà. Pas trop mal, faut le dire vite, mais l'un dans l'autre, et que par rapport au plus bas de la semaine et au plus haut de la semaine, on a l'impression que le patient respire à nouveau. Donc on a clôturé la semaine dernière à 159 balles, on finit à 170,65. Ça a été plutôt bien pris, mais de là à dire qu'il y a un truc qui est en train de se passer sur Sika, c'est encore un tout petit peu tôt pour en parler. Dans le en vrac de la semaine, Sandoz dégaine en Europe un biosimilaire d'Elea, le traitement ophtalmique qui imprime du cash chez Regeneron et Bayer. DKSH signe un partenariat avec la filiale malaisienne de Nestlé, histoire de faire circuler la marchandise encore plus vite qu'un trader sous caféine. SGS passe en mode carnivore et se paie l'Australien Information Quality, spécialisé dans l'ingénierie numérique et les systèmes de données. 111 employés, prix non communiqué, dont probablement trop cher. Ritter, dans le textile, remanie sa structure interne pour préparer l'absorption de l'ex-unité Barma-Görlikon, autorisation réglementaire en approche, comme un Airbus en finale piste 23. Medartis change de CFO, Peter Hackel arrive début 2026, dire que Kirsten s'en va. Même scénario chez Liechtenstein Landesbank, Christoph Reich est devenu CEO, donc Markus Schifferle récupère le volant des finances. Relief Therapeutics explose, fusion en vue avec NeuroX et ambition XXL, plus de 40 millions de chiffres d'affaires d'ici 2027 et 200 millions en 2031. Oui, il voit très grand. Amy s'offre un dessert, rachat du britannique English Cheesecake Company, montant mystère, mais probablement pas payé en fondu au fromage. EFG International finit dans le vert après 10 mois de résultats solides et de nouveaux objectifs 2026-2028, optimisme retrouvé. Varia US Properties réduit sa perte à 0,4 millions de dollars sur 9 mois contre 1,2 million l'an dernier, ce qu'on appelle une amélioration façon immobilier américain. Stadler Rail rebondit, recours contre les CFF qui ont filé un contrat de 2,1 milliards à Siemens Mobility, et pendant qu'il râle, il bosse. Plus 20 wagons lits pour le Kazakhstan, total 557 wagons. Et Doticon OS termine en fusée, explosion des commandes juste avant les droits de douane américains. Résultat en hausse massive. Premier semestre 2025-2026 bouclé sur une note qui sent la poudre, mais la bonne poudre. Voilà ce qu'il y avait à dire cette semaine. Même avec la dinde au milieu de la semaine, le marché s'en sort relativement bien. Et il y avait des trucs à dire. Pour la semaine qui nous attend, on va encore attaquer sur la thématique des taux, de l'IA, bien sûr, et puis on regardera la macro. Les Européens et les Suisses vont publier le CPI. On pourra toujours faire des interpolations pour imaginer ce que ça pourrait donner aux États-Unis. Vous savez, le fameux interpolator. Et puis, il n'y a toujours pas de chiffres de l'emploi qui sont prévus par le BLS. On parle d'après la Fed. Et puis, visiblement, Powell parlera mardi et Bowman mercredi. Mais en théorie, ils n'ont pas le droit de parler de politique monétaire. Alors, je ne sais pas quel sera le sujet. Probablement le macramé et la confection des biscuits de Noël. Mais mis à part ça, je vous souhaite quand même un excellent week-end et on se voit lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Ça fait toujours du bien à nous et à l'algorithme. Alors, profitez bien du week-end et puis à lundi. Bye bye!
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.